Le B2 Spirit se trouve au cœur d'un nouvel événement qui génère déjà des répercussions dans les principaux cercles d'analyse stratégique et de défense internationale. Pendant plus de 3 décennies, ce bombardier a représenté non seulement une capacité technologique, mais une doctrine complète, celle de la domination invisible. Cependant, en examinant attentivement les développements les plus récents en matière de technologie de détection, notamment en ce qui concerne le chasseur-bombardier russe Su-57 et ses systèmes associés, une question émerge, qui aurait semblé impensable il y a quelques années à peine. Le B2 Spirit est-il en train de perdre son principal atout stratégique? Si vous souhaitez comprendre les principaux événements du monde avec une analyse sérieuse, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Car ce qui se passe dans le domaine de l'aviation de combat avancée n'a pas de précédent dans l'histoire récente de la géopolitique militaire. Pour comprendre la véritable portée de ce débat, il est d'abord nécessaire d'établir un contexte historique précis. Le B2 Spirit a été développé par Northrop Grumman et est entré en service au sein de l'armée de l'air des États-Unis en 1997, bien que son développement remonte aux années 80, en pleine guerre froide. Sa conception en aile volante, son revêtement en matériaux absorbant le rayonnement électromagnétique et la géométrie méticuleuse de son fuselage ont été conçus avec un objectif singulier, réduire au minimum possible sa section efficace radar, c'est-à-dire la quantité d'énergie électromagnétique qu'il réfléchit vers les systèmes de détection ennemis. Le résultat fut un avion dont la signature radar se compare, selon des sources techniques spécialisées, à celle d'un grand oiseau ou même d'une petite sphère métallique, selon les conditions de fréquence et d'angle d'incidence. Cette capacité a radicalement transformé la stratégie de projection de puissance américaine. Un B-2 pouvait pénétrer n'importe quel système de défense aérienne intégré dans le monde sans être détecté, larguer sa charge de munitions de précision et se retirer avant que l'adversaire puisse formuler une réponse cohérente. En termes doctrinaux, cela signifiait quelque chose d'une profondeur presque philosophique. La dissuasion ne dépendait plus uniquement de la capacité de destruction, mais de l'impossibilité d'anticipation. Et cette combinaison s'avérait, dans la pratique, paralysante. En analysant ce scénario d'un point de vue contemporain, ce qui retient vraiment l'attention des analystes est que cet avantage n'a jamais été absolu en termes physiques, mais en termes opérationnels. Le B-2 n'a jamais été complètement indétectable. Ce qui le rendait si dangereux était que les systèmes de l'époque manquèrent de la sensibilité, de la vitesse de traitement et de l'intégration des données nécessaires pour transformer une détection faible et ambiguë en une réponse efficace. Autrement dit, l'invisibilité du B-2 n'était pas une propriété intrinsèque de la physique, mais une exploitation brillante des limitations technologiques de l'adversaire. Et c'est précisément là que réside la vulnérabilité structurelle qui est aujourd'hui examinée avec une urgence croissante dans les centres de planification stratégique de Washington, Moscou et Pékin. L'apparition du Su-57 Félon dans le panorama de l'aviation de combat russe introduit une variable qui mérite une analyse rigoureuse, dépourvue de la rhétorique propagandiste qui entoure généralement les systèmes d'armes les plus avancés. Le Su-57 est le premier chasseur de 5e génération développé par la Russie, conçu par le bureau d'études Sukhoi et intégré dans le programme PAK-FA, qui signifie littéralement en russe « San Ninwisa », système d'aviation de combat prospectif pour l'aviation de première ligne. Contrairement à ses prédécesseurs, le Su-57 ne prétend pas reproduire la philosophie de dissimulation qui définit le F-22 Raptor ou le F-35 Lightning II américain. Sa conception intègre des éléments de réduction de signature radar, mais les priorise différemment, misant davantage sur une combinaison de capacités, maniabilité extrême grâce à ses moteurs à tuyère, à vectorisation de poussée, vitesse supersonique de croisière, avionique intégrée de haut niveau et, de manière cruciale, un ensemble de capteurs multispectraux incluant des systèmes infrarouges de recherche et de poursuite, connus dans la terminologie technique sous le sigle IRST. Ce qui retient vraiment l'attention des experts lors de l'examen des spécifications publiées du Su-57, c'est précisément cet accent mis sur la détection passive. Alors qu'un radar actif émet des signaux qui peuvent être détectés et localisés par l'adversaire, un système IRST opère de manière entièrement passive, recevant le rayonnement infrarouge émis naturellement par tous les objets dont la température est supérieure au zéro absolu. Et c'est ici qu'émerge un principe physique qu'aucun ingénieur aéronautique n'a réussi à contourner complètement. Même le B-2 Spirit, avec ses moteurs enfouis dans le fuselage, sa conception aérodynamique réduisant la turbulence thermique
et toutes les ressources dédiées à minimiser son émission calorifique génèrent de la chaleur. Ces 4 turboréacteurs, General Electric F118 GE100, bien que conçus pour fonctionner avec la signature thermique la plus faible possible, produisent inévitablement une différence de température par rapport à l'atmosphère environnante. À haute altitude et dans certaines conditions atmosphériques, cette différence est minimale, presque négligeable. Mais dans un système de détection infrarouge suffisamment sensible, doté d'algorithmes de traitement du signal capables de filtrer le bruit de fond et de rechercher des anomalies, même cette empreinte thermique presque imperceptible peut devenir le point de départ d'un suivi. En examinant cette dynamique plus en profondeur, il est important de ne pas tomber dans la simplification, consistant à présenter le problème comme une dichotomie parfaite entre détection et invisibilité. Ce que les analystes de défense les plus rigoureux soulignent, c'est que le véritable champ de bataille n'est pas l'espace aérien physique, mais la chaîne de décision. Détecter une anomalie thermique ou une perturbation minimale dans un signal radar n'est que le premier maillon d'une chaîne qui comprend l'identification de la cible, sa classification comme menace, l'assignation de ressources d'interception, le suivi continu et, enfin, le lancement d'un missile avec une probabilité d'impact suffisante pour justifier l'engagement. Le B-2 Spirit est conçu non seulement pour être difficile à détecter, mais pour interrompre chacun de ces maillons. Sa suite de guerre électronique, bien que classifiée dans ses spécifications détaillées, est conçue pour générer des leurres, saturer les systèmes de traitement de l'adversaire avec des signaux parasites et créer de l'incertitude précisément au moment où le système de défense ennemi a le plus besoin de certitude. En analysant cette contre-mesure du point de vue du Su-57, une tension technologique fascinante émerge. La guerre électronique du B-2 peut être extrêmement efficace contre des systèmes qui dépendent de radars actifs, car elle peut inonder ces fréquences d'informations contradictoires. Mais contre un système IRST purement passif, les contre-mesures électroniques traditionnelles ont une efficacité beaucoup plus limitée, car il n'y a aucun signal électromagnétique actif à intercepter, ni aucune fréquence à saturer. La chaleur ne peut pas être brouillée de la même manière qu'un signal radar. Cela ne signifie pas que le B-2 est sans défense face à la détection infrarouge. Ces concepteurs ont certainement pris en compte cette possibilité et ont pris des mesures pour réduire sa signature thermique. Mais cela signifie que l'équation de survie du bombardier est devenue plus complexe et plus dépendante de facteurs opérationnels tels que l'altitude de vol, les conditions atmosphériques, la géométrie de la rencontre et la distance de détection. Il existe un élément que les analyses superficielles sur ce sujet tendent à largement sous-estimer et qui, examiné avec rigueur, s'avère peut-être le plus déterminant de tous. L'architecture en réseau. Le Su-57 n'opère pas comme un système isolé. Il est conçu dans le cadre d'une doctrine de combat qui intègre de multiples sources d'informations. Des radars terrestres, basses fréquences comme le Nebo-M, opérant dans les bandes VHF et UHF, où les revêtements absorbants du B-2 sont considérablement moins efficaces. Des systèmes d'alerte précoce aéroportés, des drones de reconnaissance, des satellites de surveillance et d'autres nœuds du réseau de commandement et de contrôle russe. Cette architecture distribuée est fondamentalement différente du concept traditionnel de chasseur-intercepteur qui opère avec ses propres capteurs comme unique source d'information. Ce que décrivent les documents techniques et les déclarations officielles russes est une sorte d'intelligence collective tactique où chaque plateforme apporte des fragments d'informations qui, combinés et traités par des systèmes de fusion de données, peuvent révéler la présence d'une menace qu'aucun capteur individuel n'aurait pu détecter avec une certitude suffisante. En analysant cette architecture distribuée, ce qui retient vraiment l'attention des spécialistes est sa capacité à exploiter une faiblesse fondamentale de la conception furtive, le fait que la signature radar d'une plateforme comme le B-2 varie significativement selon l'angle d'illumination. Un radar pointant directement vers le nez du B-2 peut recevoir un signal extrêmement réduit, mais un radar illuminant le bombardier depuis un angle latéral ou oblique peut recevoir un signal considérablement plus fort, selon la manière dont les bords et les surfaces de l'avion réfléchissent l'énergie électromagnétique dans cette direction spécifique. Lorsque plusieurs radars basse fréquence sont répartis géographiquement, chacun illuminant la cible depuis un angle différent, la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux reçoive un signal détectable augmente de manière substantielle. Cette technique, connue dans la communauté technique sous le nom de radar multistatique ou bistatique, n'est pas nouvelle dans son concept, mais sa mise en œuvre pratique en temps réel a toujours été très difficile. Les progrès en traitement informatique des dernières années
ont rendu ces difficultés techniques significativement plus gérables. En examinant l'état actuel de ces capacités, à partir des informations disponibles dans les sources ouvertes, il est nécessaire d'introduire une note de rigueur épistémologique qui distingue l'analyse sérieuse de l'analyse spéculative. Une grande partie de ce qui est connu publiquement sur les capacités réelles du Su-57 en matière de détection de cibles furtives provient de déclarations officielles russes, d'exercices réalisés dans des conditions contrôlées et d'évaluations de renseignements occidentales qui, par définition, ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante. Le Su-57 dispose d'un historique opérationnel réel limité. Il a été déployé en nombre réduit dans le contexte du conflit en Ukraine, mais sans affronter de plateformes furtives occidentales permettant d'évaluer empiriquement ses capacités de détection dans des conditions de combat réelles. Cela signifie que le débat sur la capacité effective du Su-57 à chasser le B-2 Spirit demeure, dans une large mesure, dans le domaine de la théorie et de la projection technique. Et cette distinction importe énormément, car l'écart entre capacité démontrée et capacité potentielle peut être abyssal dans des systèmes d'armes aussi complexes. Ce qui peut être affirmé avec une plus grande solidité factuelle, c'est l'état des composants individuels. Les systèmes IRST de dernière génération, développés aussi bien en Russie qu'en Chine, ont démontré des capacités de détection contre des cibles à faible signature thermique qui auraient semblé extraordinaires il y a 2 décennies. Le traitement du signal par des algorithmes d'apprentissage automatique a permis d'extraire des modèles significatifs de données sensorielles qui étaient auparavant considérés comme de simples bruits ambiants. Les radars basse fréquence ont connu des améliorations substantielles en termes de résolution et de capacité de discrimination des cibles. Chacune de ces avancées, prises individuellement, représente une amélioration incrémentale. Mais lorsqu'elles sont intégrées dans une architecture de combat conçue spécifiquement pour faire face à des plateformes furtives, l'effet combiné peut être qualitativement différent de la simple somme de ces parties. En analysant le côté américain de cette équation, un élément mérite également une attention particulière, la maintenance et la disponibilité opérationnelle du B-2. Le programme B-2 Spirit est l'un des plus coûteux et des plus exigeants techniquement de l'histoire de l'aviation militaire. Avec seulement 20 exemplaires en service actif, chacun représentant un investissement dépassant les 2 milliards de dollars lorsque les coûts de développement sont répartis proportionnellement, le programme impose des exigences de maintenance extraordinaires. Les revêtements absorbants radars qui recouvrent la surface du bombardier sont très sensibles aux conditions environnementales telles que l'humidité, les variations de température et l'abrasion physique. Chaque mission requiert des inspections méticuleuses et fréquemment des applications ou réparations du revêtement. Cela signifie que la disponibilité opérationnelle de la flotte B-2 à tout moment donné est considérablement plus limitée que le nombre total d'aéronefs ne le suggère. Dans le contexte d'un conflit de haute intensité et de longue durée, ce facteur logistique pourrait se révéler aussi déterminant que toute considération technique sur les capacités de détection. La philosophie de conception contrastée entre le B-2 et le Su-57 illustre de manière éloquente des différences plus profondes dans les doctrines militaires des 2 superpuissances. Le B-2 représente le pari américain sur la supériorité technique comme multiplicateur de force absolue. Un système extraordinairement coûteux, extrêmement capable et dépendant d'une chaîne logistique sophistiquée que seule une économie de l'envergure américaine peut soutenir à grande échelle. Le Su-57, en revanche, reflète une tradition militaire russe qui a historiquement privilégié la robustesse opérationnelle, la capacité à opérer dans des conditions adverses et une production en volume permettant d'absorber les pertes sans compromettre la capacité globale de combat. Cette différence philosophique a des implications concrètes dans tout scénario de confrontation réelle. Tandis que la perte d'un B-2 au combat représenterait non seulement un coût matériel aux conséquences difficilement exagérées, mais aussi un impact psychologique et politique de premier ordre. La perte d'un Su-57, ou même de plusieurs, serait plus absorbable dans la structure des forces russes, pour autant que la production puisse être maintenue. Le facteur productif n'est pas négligeable. La Russie a rencontré des difficultés considérables pour augmenter la production du Su-57, avec des nombres d'aéronefs en service qui demeurent significativement inférieurs aux objectifs initialement déclarés. Cela limite la capacité d'établir la densité de chasseurs nécessaire pour créer une couverture efficace contre des menaces comme le B-2 le long de frontières étendues. Mais dans le même temps, même un nombre réduit de plateformes Su-57 intégrées dans un réseau de capteurs plus large peut fournir des capacités de détection et d'orientation que des aéronefs de générations antérieures
ne pouvait tout simplement pas offrir. En examinant l'ensemble du débat, dans une perspective géopolitique plus large, ce qui émerge avec le plus de clarté n'est pas tant la question de savoir si le Su-57 peut abattre un B-2 dans un duel isolé, mais une question d'une portée stratégique plus fondamentale, l'ère de la furtivité comme garant absolu de la supériorité aérienne, touche-t-elle à sa fin? Les indices disponibles suggèrent que oui, du moins dans le sens où la furtivité comme concept opérationnel ne peut plus être traitée comme une solution complète et permanente au défi de pénétration de l'espace aérien défendu. Le B-2 a été conçu dans un contexte technologique où l'écart entre la capacité de dissimulation et la capacité de détection était si grand qu'aucun adversaire raisonnablement prévisible ne pouvait le combler dans l'horizon temporel de vie du programme. Cette hypothèse a été progressivement érodée par les avancées des combinés de la technologie des capteurs, du traitement informatique et de l'intégration des réseaux d'information. Et la tendance ne pointe pas vers une inversion de ce processus. Cela ne signifie pas que le B-2 ait perdu sa valeur stratégique. Il reste une plateforme formidable, unique, dans sa capacité à pénétrer des défenses même sophistiquées et à livrer des munitions de haute précision contre des cibles de grande valeur. Le programme de modernisation du B-2, qui comprend la mise à jour de ses systèmes d'avionique, de communication et de guerre électronique, vise précisément à maintenir la pertinence du bombardier face à des menaces en évolution. Et le programme B-21 Raider, le successeur prévu du B-2, est développé en pleine connaissance du fait que l'environnement de menace a changé de manière substantielle, intégrant les leçons apprises et les technologies qui cherchent à maintenir l'avantage furtif dans un monde où les adversaires investissent massivement dans des systèmes de détection de nouvelle génération. En réfléchissant aux implications de cette analyse pour l'avenir de l'aviation de combat, une conclusion émerge qui pourrait s'avérer inconfortable pour ceux qui préfèrent des récits plus définitifs. Nous n'assistons pas à la défaite d'une technologie par une autre, mais à l'évolution d'un écosystème compétitif dans lequel aucune solution ne reste dominante indéfiniment. L'histoire de l'aviation militaire est, en essence, l'histoire d'une dialectique permanente entre attaque et défense, dissimulation et détection, pénétration et déni de zone. Le B-2 a représenté une avancée extraordinaire dans cette dialectique. Le Su-57 et les capacités en réseau qui l'entourent représentent la réponse à cette avancée. Et la question la plus intéressante n'est pas de savoir qui gagne dans un hypothétique duel isolé, mais comment cette dynamique reconfigure les doctrines opérationnelles, les programmes d'acquisition et les calculs stratégiques des principales puissances militaires mondiales. Ce que les planificateurs de défense à Washington observent avec une attention particulière n'est pas uniquement le Su-57 en tant que plateforme individuelle, mais le précédent qu'établit l'intégration de capacités distribuées de détection avec des plateformes de combat avancées. Si cette architecture s'avère efficace contre les plateformes furtives, l'impact s'étendra bien au-delà du débat B-2 contre Su-57, affectant le calcul de valeur de toute la flotte d'aéronefs furtifs occidentaux, incluant le F-22, le F-35 et le futur B-21. C'est pourquoi le débat a des implications qui vont bien au-delà de la rivalité technique entre deux aéronefs spécifiques. Du point de vue de l'analyse médiatique, il est également révélateur d'examiner comment ce débat a été présenté dans différents contextes informatifs. Les médias russes ont eu tendance à mettre en avant les capacités du Su-57 sur un ton de supériorité technique qui dépasse fréquemment ce que les données disponibles peuvent soutenir avec rigueur. Les médias occidentaux, quant à eux, ont oscillé entre la minimisation des capacités russes comme produit de propagande et la reconnaissance progressive que certains développements technologiques méritent une évaluation plus sérieuse. Aucune de ces approches ne sert particulièrement bien le public qui cherche à comprendre la situation avec précision. L'analyse rigoureuse exige de séparer ce qui est documenté de ce qui est spéculatif, de reconnaître aussi bien les capacités réelles que les limitations connues des deux systèmes et de résister à la tentation de construire des récits de victoire ou de défaite absolue, là où la réalité est considérablement plus nuancée. En examinant l'horizon de développement technologique au cours des prochaines années, plusieurs facteurs méritent un suivi attentif. Premièrement, l'évolution des algorithmes de fusion de données et de traitement du signal appliqués à la détection des plateformes furtives. L'application de techniques d'apprentissage automatique à ce problème spécifique progresse rapidement et il est raisonnable d'anticiper des améliorations significatives dans la capacité d'extraire des signaux utiles d'environnements de données très bruités. Deuxièmement, le développement de nouveaux matériaux et techniques de revêtement
capable de maintenir ou d'améliorer les propriétés de réduction de signature radar face aux systèmes de détection de nouvelle génération. Troisièmement, l'évolution des doctrines opérationnelles qui cherchent à compenser, par des tactiques, des profils de mission et des mesures de soutien électronique, les vulnérabilités qui émergent à mesure que les systèmes de détection s'améliorent. Et quatrièmement, le rôle croissant des systèmes non habités, aussi bien dans des rôles d'attaque furtive que dans des rôles de soutien en réseau pour la détection et le suivi. La question à laquelle l'analyse rigoureuse ne peut pas répondre avec certitude en ce moment, et qu'il serait intellectuellement malhonnête de prétendre pouvoir résoudre, est de savoir si le SU-57 dispose déjà aujourd'hui, dans des conditions opérationnelles réelles et non lors d'exercices contrôlés, de la capacité de détecter, suivre et orienter des systèmes d'armes contre un B2 Spirit en mission de pénétration. Les éléments techniques individuels qui rendraient cette capacité possible existent et sont documentés. L'architecture d'intégration qui les combinerait en un système de combat efficace est décrite dans les doctrines et déclarations officielles. Mais l'écart entre l'existence de composants capables et le fonctionnement intégré et robuste dans les conditions chaotiques et dégradées du combat réel est, historiquement, un écart que de nombreux systèmes ont eu du mal à combler. L'histoire des systèmes d'armes avancés est riche d'exemples de plateformes qui, lors de tests et de démonstrations, ont exhibé des capacités extraordinaires et qui, dans l'emploi opérationnel réel, ont rencontré des difficultés non anticipées. Ce qui peut être affirmé avec une solidité analytique certaine, c'est que la marge de sécurité dont jouissait le B2 Spirit au cours de la première décennie de son service opérationnel, lorsque les probabilités de détection étaient si faibles que la pénétration de l'espace aérien ennemi pouvait être considérée comme pratiquement garantie, a diminué. Non pas au point de rendre le bombardier obsolète ou inopérant, mais au point de nécessiter une planification opérationnelle plus sophistiquée, une intégration plus étroite avec les capacités de suppression des défenses de mime et une évaluation plus attentive des scénarios dans lesquels son emploi offre des avantages suffisants pour justifier le risque. Dans le langage de la planification militaire, le B2 est passé d'une garantie quasi absolue à un avantage très significatif assorti de conditions. Et cette distinction, bien qu'elle puisse sembler subtile, a des conséquences opérationnelles et stratégiques qui sont évaluées avec le plus grand sérieux au plus haut niveau de la planification de la défense occidentale. Le débat sur le B2 et le SU-57 est, en fin de compte, une fenêtre ouverte sur une transformation plus fondamentale de la nature de la confrontation militaire entre grandes puissances. Nous entrons dans une ère où l'avantage technologique ne peut plus être assuré par le développement d'une plateforme singulière aux capacités supérieures, mais doit être construit et maintenu en permanence à travers l'intégration des systèmes, la supériorité informationnelle et la vitesse d'adaptation. Aucun bombardier, aussi extraordinaire que soient ses capacités furtives, ne peut survivre indéfiniment si l'adversaire parvient à construire un réseau de capteurs suffisamment dense, suffisamment intégré et suffisamment intelligent pour transformer même les signaux les plus faibles en informations exploitables. Et aucun système de détection, aussi sophistiqué soit-il, ne peut garantir le déni de l'espace aérien si l'adversaire a la capacité d'adapter ses tactiques, ses profils de vol et ses mesures de soutien électronique plus rapidement que le système de défense ne peut s'ajuster. Dans ce scénario, la question la plus pertinente pour les prochaines années n'est pas de savoir si le B2 Spirit peut continuer à opérer, mais comment les doctrines d'emploi des plateformes furtives devront évoluer pour rester efficaces dans un environnement de détection de plus en plus sophistiqué. Et parallèlement, si le modèle d'investissement massif dans des plateformes individuelles à coût très élevé et faible densité, dont le B2 est l'exemple paradigmatique, restera stratégiquement viable, ou si la tendance s'orientera vers des architectures distribuées à faible coût individuel, mais à fort impact collectif, comme celles que les drones de combat autonomes commencent à représenter. Ce sont là les questions qui définiront la conception des forces aériennes des prochaines décennies. Et le duel technologique entre le B2 Spirit et le SU-57 Felon est, en ce sens, bien plus qu'un débat technique, c'est le reflet visible d'une transformation profonde dans la manière dont les grandes puissances conçoivent, planifient et exécutent le combat aérien au XXIe siècle.